Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui au surlendemain de cette défaite 1-0 à Munich qui fait très mal, même si au classement on a limité la casse, on était 25e avant cette journée, on a perdu une place mardi au coup de sifflet final, potentiellement hier on pouvait se retrouver 30e voire 31e et au final on a gagné une place entre mardi et hier parce que Stuttgart ont pris une valise à Belgrade et nous redonnent notre 25e place. Après, cette défaite de Stuttgart, on peut l'analyser dans une dimension positive. D'abord parce que le 29 janvier, quand on va les affronter, peut-être que le goal average sera important et ils ont pris -4 hier soir. Mais peut-être que s'ils avaient gagné hier soir, le 29, quand on se déplacera chez eux, ils auraient déjà validé leur ticket pour les barrages et potentiellement auraient fait tourner parce qu'en Allemagne, la reprise en janvier était freinée et du coup, il y aurait peut-être eu une décompression, on aurait pu en profiter. Bref, je spécule complètement. Revenons au concret avec ce match contre Munich. Dans le débrief à chaud, je mettais en avant la responsabilité de Luis Enrique et on va aller encore plus loin dans cette vidéo. Je suis conforté dans mon idée. Par contre, là où je reviens un petit peu, c'est sur la dimension cette équipe est courageuse. Par séquence, le rapport de force était à notre avantage, mais c'est sur des séquences bien trop courtes. En première mi-temps, on parle de 10 minutes. En seconde, 12 jusqu'à l'expulsion de Dembélé, même si oui, on n'est pas ridicule à 10. Après avoir revu le match, bon, il y a quand même beaucoup de négatifs en fait à ressortir. Contre Arsenal, je voulais défendre un peu le groupe, l'équipe, machin. Là, on va commencer par tabasser Luis Enrique et certains joueurs vont y passer aussi. Donc, le premier responsable pour moi, et c'est vraiment ce qui dénote avec les autres matchs où il avait été lâché par ses joueurs, parce que la production offensive était très bonne, beaucoup d'occasions, mais des ratés, Dembélé contre Gérone, contre le PSV. Là, mardi, la lecture est différente pour Luis Enrique. Les choix initiaux n'étaient pas les bons, il n'a pas été aidé par ses joueurs, mais c'est lui, je pense, plus que sur les autres matchs, qui les a mis dans de mauvaises dispositions et qui a fait que cette équipe, même si elle court beaucoup, se donne, Vitinha le dit en après-match, ne semble pas vraiment être une équipe parce que quand il y en a un qui a le ballon, les appels sont complètement anachroniques, lui-même le porteur fait un peu n'importe quoi, et on a des joueurs qui sont un petit peu déconnectés complètement. Le pire choix mardi soir, ce sont les 4 milieux. Ce sont les 4 milieux parce que, évidemment, c'est pour avoir le ballon, c'est pour imposer des longs temps de possession au Bayern, et au final, on n'a rien vu de tout ça. Le Bayern a plus de 60% de la possession à la mi-temps, alors que le choix initial était tout autre. Et surtout, tu mets 4 milieux pour être bon avec le ballon, mais tu es meilleur sans. Parce que le seul positif qu'on peut retirer, c'est le pressing, par exemple. Et une fois le ballon récupéré, on en faisait n'importe quoi. L'animation était illisible complètement. Autant au poste de gardien, je peux comprendre le choix. Déjà parce que on l'attendait depuis des semaines, on le disait, Safonov, Donnarumma, attention, il n'est pas bon Donnarumma, que ce soit en Ligue des Champions, mais aussi en Ligue 1. Les autres saisons, c'était que en Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est limite un des meilleurs joueurs du championnat la saison dernière en fait. Là, il est pas bon partout. Et donc, c'est vrai que ce choix de mettre Safonov, on peut critiquer le fait d'avoir recruté ce mec-là à 20 millions cet été, qui finalement ne semble pas forcément meilleur que Donnarumma et qui surtout a les mêmes défauts que lui. Mais par contre, sur la conjoncture actuelle, mettre Safonov à la place de Donnarumma, bon, le choix, je le comprends, c'est amplement mérité que Donnarumma se retrouve sur le banc. Après, Safonov sur le terrain, c'est autre chose. Mais Donnarumma sur le banc, c'est vraiment amplement mérité. Après, pour la suite, on peut se dire que Luis Enrique a tout perdu sur ce poste, sur ce match. Bon, je serais un peu moins d'accord. Je pense pas qu'il perdra Donnarumma. Et surtout, Safonov, s'il enchaîne, bon, on a vu un petit peu de positif mardi, s'il prend confiance, s'il prend des automatismes avec ses défenseurs centraux, ça peut, voilà, peut-être qu'on peut avoir une dynamique qui s'installe chez lui. Sur quand même le mois de novembre, il joue 3 matchs. Donc c'est pas rien. On sait que chez les gardiens, plus qu'à n'importe quel autre poste, la question de la régularité, d'enchaîner est très importante.
Et puis pour l'erreur, alors il est fautif complètement sur le but, hein, mais on sait très bien que sur les coups de pied arrêtés, c'est une dimension collective qui touchait le PSG quand Safonov n'était pas là. Voilà, on ne sait pas défendre. Hummels nous a crucifiés chez nous sur un corner la saison passée. Le Barça de Xavi, pareil, avec le but de Christensen. Donc voilà, bref. Pour revenir sur ce choix de mettre 4 milieux, surtout dans des rôles un petit peu différents, ça c'est particulièrement pour João Neves. Un changement aussi gros sur un match aussi important, bah en fait, tout naturellement, tes joueurs sont déboussolés. Je parlais de João Neves il y a 2 secondes, son rôle un peu bizarre devant Vitinha, un petit peu axial, qui n'a jamais su appréhender et qui fait que du coup en première mi-temps il est partout mais nulle part parce qu'il court beaucoup, il a une grande disponibilité, une bonne volonté, mais au final rien de concret à part ses frappes, je suis d'accord. Bon, ça fait que c'est compliqué. On peut aussi citer Dembélé parce que au-delà du fait de rajouter un milieu, tu retires un offensif. Alors c'est vrai que sur les derniers matchs, Asensio, Lee, est-ce qu'on peut les considérer comme un faux neuf ou comme un 4e milieu? Ça peut se discuter. Mais sur ce match-là, tu pouvais titulariser Kolo Muani, qui avait vraiment fait l'actualité dans l'avant-match. Et du coup, Dembélé, avec ses 4 milieux, notamment Warren, un peu plus excentré, Hakimi aussi, qu'on a vu un peu moins haut. Alors, c'est aussi parce qu'en face, il avait des clients, hein, Davis et Coman, mais clairement, Luis Enrique a donné des libertés à Nuno, plus qu'à Warren, notamment en première mi-temps, parce qu'il revient du coup sur ce choix à la pause, voyant que c'est pas du tout payant. Dembélé se retrouve devant, tout seul avec Barcola, dans un rôle moins large, il est plus axial, demi-espace, il colle moins la ligne, beaucoup moins de débordement, il est plus haut, il touche moins de ballons. Ça c'est important parce que Dembélé est un joueur qui a besoin d'un gros volume de ballons pour se montrer en fait. C'est pas le genre de joueur qui, sur 10 ballons, va te faire 10 éclairs. Non, il va te perdre 15-20 ballons par match et te faire voilà, des actions de grande classe. Pour 15 ballons perdus, tu auras peut-être 4 ou 5 actions de grande classe qui donneront en Ligue des Champions rien, parce que la réalité c'est que sa campagne est calamiteuse et c'est très compliqué. Mais voilà, il crée du déséquilibre. À la relance, il aide beaucoup moins, parce que du coup, tu as 4 milieux, il doit moins décrocher, il va moins dans la densité, il se connecte beaucoup moins à Hakimi, les deux étaient beaucoup plus loin, et donc ce choix, voilà, Dembélé en a pâti aussi, bien sûr. Ce qui est drôle, c'est que Luis Enrique, je pense, n'a jamais été aussi responsable sur un match de Ligue des Champions, mais en conférence de presse, il n'a jamais été aussi dur envers ses joueurs. Donc il a bien ciblé, hein. La première mi-temps, il le dit plusieurs fois, on est très mauvais, on se fait bousculer au pressing, même notre pressing n'est pas très bon, même sur les points positifs, il a été négatif, et surtout il a fait cette déclaration, ce genre de match me donne des indications sur ce que je vais pouvoir faire à l'avenir, les joueurs qui progressent, ceux qui progressent pas, les profils, il a un peu sous-entendu que c'est le genre de match où tu précises un petit peu les profils que tu vas chercher au prochain mercato en fait. Donc là-dessus, bon, j'espère qu'il a plutôt bien ciblé. Au-delà donc du jeu sans ballon, à la récupération, une animation terriblement pauvre. Alors déjà, la question du porteur qui s'enfermait, des choix techniques absolument désastreux. En première mi-temps, il y a 3 ou 4 touches, des touches, d'accord? Où bah, t'envoies le ballon à un joueur qui te la remet normalement. La remise, elle est rendue au Bayern en fait. Fabien Ruiz plusieurs fois, notamment au tout début du match, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Quand tu réussis à faire une petite différence, par exemple, Dembélé en première mi-temps, il y a un moment, voilà, il a la possibilité. Mais même sur sa frappe où Neuer fait une belle manchette, il aurait pu centrer. Sauf que l'occupation des espaces, les appels qui sont réalisés, sont tellement mauvais que Dembélé est complètement asphyxié par l'adversaire, qui n'a pas à se soucier de ce qui se passe dans son dos, parce que c'est très clair. Nos milieux et l'ailier opposé, ou Nuno Mendes pour mardi soir, se projettent quasiment tout le temps sur le point de pénalty. Mais ça, on le répète tout le temps, en fait. Tu en as aucun qui a l'instinct, en fait, d'aller dans les 6 mètres, de faire un appel
déjà que Dembélé pourrait servir, parce que Dembélé est lancé, et en fait, tu as le latéral, un milieu, peut-être même un central, parce que du coup, comme tu n'as pas de numéro 9, les centraux sont très libres d'aller sur Barcola et Dembélé. Et donc, 3 joueurs pour le centre en retrait qui te bloquent. T'es lancé, tu peux faire un centre, peut-être que le gardien va le capter très facilement, mais tu vas créer du danger plus proche du but, c'est mathématique, et personne n'a l'instinct d'aller faire cet appel dans les 5,50. C'est la faute, évidemment, à l'absence de numéro 9, hein, encore une fois. Ne pas jouer avec un buteur mardi, je pense que Luis Enrique est encore fautif. Et surtout, en fait, sur cette question, on peut se rattacher à une plus large, qui est la responsabilité de Luis Enrique dans cet effectif. Parce qu'on peut dire, oui, mais Luis Enrique, avec ce qu'il a, il fait le maximum. Je serais plutôt d'accord avec cette affirmation. C'est vrai qu'une telle production offensive, avec un effectif assez limité, je trouve que c'est plutôt bien. Mais le problème, c'est que cet effectif, Luis Enrique, plus que n'importe quel autre entraîneur sous QSI, a eu des libertés au mercato, son mot à dire. Et lui-même le dit. Personne n'est venu sans mon aval. Je négocie, je fais les visios, machin. Et on sait qu'il a refusé un 9. Tiens, d'ailleurs, Samir Nasri, sur le plateau de Canal, après le match, a dit que Osimhen, Luis Enrique l'a refusé visiblement parce qu'il sort beaucoup les soirs. Bon, ça, visiblement, on mettait en avant des explications tactiques. Et du coup, Samir Nasri nous dit que ce serait plus pour ça. Après, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Peut-être que c'est la conjugaison des deux qui a fait que Luis Enrique l'a refusé. Mais voilà, typiquement, dans la surface, on a des joueurs, Warren par exemple, qui vont se mettre derrière un Bavarois. Comment veux-tu qu'on te passe la balle si tu es derrière un adversaire? C'est vraiment mathématique en fait. Sans parler de Ruiz, qui n'a pas l'intensité dans les foulées pour se retrouver au bon moment, au bon endroit. Barcola, par exemple, qui ne va pas au second poteau. Donc c'est vrai que là-dessus... Et quand on récupère aussi, quelque chose qui a été loupé, je pense qu'en fait, c'est d'autant plus loupé que c'était la volonté initiale de Luis Enrique, à savoir des appels tranchants quand on récupère. Tu mets Nuno par séquence numéro 9. Alors, au final, à ce poste, il s'est illustré sur les parpaings qu'envoyait Matvei Safonov et qui devait récupérer. Okay, mais quand tu récupères le ballon, voilà, t'avais Nuno assez haut, et peut-être que le mettre dans cette zone-là, c'est pour avoir une équipe rapide, verticale. Et au final, on n'a vu aucun appel en rupture. Très peu d'intensité. En fait, cette équipe court beaucoup. Je déteste cette expression, mais elle mouille le maillot, cette équipe. Voilà. Mais quand on récupère le ballon, en fait, les courses ne sont pas intelligentes. Les courses ne sont pas vers les bonnes zones, ne sont peut-être pas assez intenses en matière de sprint pur, simplement. Et ça fait que tu es très prévisible. Le ballon remonte à une vitesse très lente et tu ne te crées pas d'occasion très très franche. Bon, revenons donc maintenant sur les prestations individuelles. Commençons par Matvei Safonov. On en a déjà parlé un peu plus tôt. Donc bon, ce qui est marrant, c'est que finalement, Safonov, tu le titularises à la place de Donnarumma. Et le mec te fait un match Donnarumesque, en fait. Des arrêts, notamment à 0-0, celui sur Musiala en première mi-temps. D'autres après la bourde, qui montrent que il flanche pas, il tombe pas. Mais il y a cette bourde. Et cette bourde, elle gâche complètement le tableau général. Et puis surtout, à la relance. Pas bon, inutile, utilisez tous les mots que vous voulez, mais je n'ai pas vu un gardien meilleur que Donnarumma, alors que c'est la justification de Luis Enrique en conférence de presse sur les titularisations du Russe. Donc là-dessus, voilà, les parpaings envoyés sur Nuno Mendes, sur Barcola, qu'aurait pu parfois peut-être aussi faire mieux Barcola, sachant qu'il est grand. Mais, enfin, rendu à l'adversaire, en touche. Donc c'est vrai que c'est assez peu compréhensible, cette histoire de Safonov meilleur à la relance que Donnarumma. Voilà. Je pense que ces titularisations, en fait, comme je disais, c'est pas la titularisation de Safonov qui est le plus logique et absolument mérité, mais la mise sur le banc de Donnarumma. Voilà. Et du coup, c'est pas Safonov qui est meilleur que Donnarumma, mais Donnarumma qui est
tellement mauvais cette saison qu'en fait, ça en devient justifié de mettre Safonov. Bref. Hakimi. J'aimerais m'arrêter sur Hakimi parce que j'ai été déçu. Après, l'aile gauche du Bayern étant très vive, c'est vrai que je m'y attendais un peu, en réalité. Et au final, bon, je m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu, quoi. Parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, il a vraiment pris le bouillon. Voilà. Alors, il était dans un rôle différent. Offensivement, un peu moins de responsabilité. C'était Nuno qui grimpait, qui était numéro 9. Alors que d'habitude, Hakimi se retrouve numéro 9. Contre le PSV, on a vu par séquence. Il avait 2 clients en face. Et voilà. Coman a gagné le duel outrageusement. Lancé, arrêté, il le driblait. Quand Hakimi se prenait de monter en deuxième mi-temps, 2 fois Coman va le récupérer. Et je me dis, ah, punaise, c'est pas possible. Même quand Hakimi monte, Coman va le récupérer défensivement. Même sur la partie défensive, Coman est meilleur que Hakimi. Donc c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et d'ailleurs, si on a du positif à sortir de son match, c'est après la sortie de Coman. Quand il se retrouve face à Gnabry, bien sûr, qui est moins bon que ce bon vieux Kingsley, qui heureusement a tergiversé devant le but, hein, notamment en première mi-temps, là, l'action où il fait vivre un calvaire et à Hakimi et à Marquinhos, pour au final, ces petits filets, je crois, enfin, ça passe très proche, mais heureusement qu'il tergiverse, hein, et il y a d'autres actions en deuxième mi-temps, bien évidemment. Arrêtons-nous plus longtemps sur le match de Nuno Mendes, qui a beaucoup de matière sur laquelle s'arrêter. Je trouve qu'il représente bien cette équipe. En fait, jeune, qui court beaucoup, qui met de l'intensité, tu pourras jamais leur enlever ça, surtout par rapport aux équipes qu'on avait il y a 2-3 ans. Jusqu'au bout du match aussi, les mecs s'arrachent, et Nuno le premier, mais il fait quand même un mauvais match. Il fait quand même un mauvais match parce que il est très anachronique en fait. Il semble pas dans l'équipe. Il est un peu tout seul. Il se connecte pas avec ses partenaires. Techniquement, il y a énormément d'approximations qui m'ont déçu, notamment à la relance. Et ça donne une copie avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de volume aussi. Hein. Voilà, des ballons touchés, des actions, mais finalement très peu de concret en fait. C'est comme Vitinha. J'ai lu par-ci par-là, on m'a dit aussi, ouais, ils font des bons matchs. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de concret, quoi. Il n'y a pas d'occasion franche qui vient d'une passe en profondeur de Vitinha ou d'un rush de Nuno. Rappelez-vous, quand on affronte le Bayern au Parc, bon, il y a le but hors jeu de Mbappé qui vient d'une chevauchée de Nuno, c'était plus concret. Ça allait jusqu'au bout, tu vois. Et là, il va s'empaler dans un défenseur, quoi. C'est l'issue des actions 80% du temps. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est compliqué. Donc, je suis très déçu du match offensif, plus que la partie défensive. Alors, bien sûr, nouveau système à appréhender pour lui. Mais du coup, comme c'est un système qui lui donne plus de liberté, bah, on est plus dur avec lui parce qu'on l'a tellement attendu ce moment. On connaît tellement ses qualités aussi à Nuno, qui est jeune, qu'on adore, et qui, là, en ce début de saison, voilà, est assez compliqué. Voilà. Beaucoup de liberté offensive. Et au final, il a joué tellement d'actions solo à vouloir s'en sortir par un rush interminable, très frustrant. Et Luis Enrique, d'ailleurs, à la mi-temps, il change. Hein. Il lui dit, bon, tu restes un peu plus derrière. En fin de match, il se lâche un peu plus. Mais à la mi-temps, Luis Enrique, il voit que son choix n'a pas marché. Et il revient dessus. Voilà. À la récupération, je parlais des courses en rupture qui manquaient. Il aurait pu les faire. On l'a pas vu au niveau des appels, Nuno. Voilà. Demander beaucoup le ballon, vouloir faire des différences tout le temps, ballon au pied, les slaloms, les machins. Défensivement, sur le but, faut noter qu'il perd le marquage sur Musiala. Pour moi, il doit être entre Musiala et son gardien. Voilà. Encore un but où il est un peu fautif. Rappelez-vous, hein, celui de Kingsley Coman au Parc. Il y a Donnarumma qui fait une petite erreur. Hakimi qui laisse centrer trop facilement le Bayern. Je ne sais plus qui est le centreur pour ce but. Et Nuno qui lâche Coman dans la surface aussi. Voilà. Bon. Après, face à Sané, il a jamais été en grande difficulté. Globalement, défensivement, c'est un match où voilà, on retient pas grand-chose de négatif. J'ai insisté sur Hakimi, c'est plus lui qui m'a vraiment déçu. Après, bon, Nuno, c'était autre chose. Mais même à la relance, en fait, j'ai jamais trouvé très serein. Il s'entêtait à faire des trucs. Il y a eu beaucoup de ballons perdus aussi. Techniquement,
des approximations qui ne sont pas dans les habitudes de Nuno Mendes. Voilà. Et pour Nuno Mendes, justement, je pense que c'est un de ceux qui était censé bénéficier de cette nouvelle animation, avec les libertés qui lui étaient données. Et au final, il en a pas fait grand-chose. Et Luis Enrique devrait pas réitérer l'expérience, parce qu'elle était pas très très concluante. Donc c'est vrai que Nuno, il va falloir vraiment se réveiller sur ce début de saison très très décevant. Passons à Marquinhos. Alors, la défense centrale, globalement, il y a les avis généraux sont plutôt positifs envers les deux. Je pense que c'est parce qu'ils se reprennent en deuxième mi-temps. Et du coup, instinctivement, bon, tu restes sur ce que tu as vu en dernier. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils sont plutôt bons, ils se reprennent. Mais attention, revoyez la première mi-temps. Revoyez la première mi-temps d'un Marquinhos qui... Alors lui, pour le coup, tout à l'heure, je parlais du PSG, équipe jeune, qui s'arrache, qui est vive, explosive. Lui, il n'est pas du tout là-dedans. Il représente pas du tout ce PSG-là. On a plus l'impression d'un trentenaire qui est sur la pente descendante. Parce qu'il y a des actions où, en matière de vivacité, il fait peur, Marquinhos. Mais on l'avait déjà dit la saison dernière, il a perdu en explosivité, en vitesse. C'est normal, sur les changements de rythme, parfois il est pris assez facilement, il n'arrive pas à récupérer ses petites erreurs. Et en première mi-temps contre le Bayern, on l'a vu. On l'a vu. C'est assez compliqué, les postures sont pas très bonnes. C'est vrai qu'il dénote un peu. Après, en deuxième, il est un peu meilleur. Dans sa surface, il y a quelques interventions qui sont plutôt bonnes. Et l'été dernier, rappelez-vous, on lui a sauvé le cul quand on a décidé de recruter un axial gaucher plutôt qu'un droitier, parce qu'à la base, je rappelle que c'était un droitier, priorité Lenny Yoro. Ensuite, tu as Huysen, le petit espagnol hollandais de la Juve. Et au final, on part sur Pacho. Et du coup, Marquinhos n'est pas inquiété au terme de ce mercato. Mais là, dans les médias, on parle d'un axial droit. À voir qui sera recruté. Si c'est un inconnu du Brésil, allez, encore une fois, je pense que Marquinhos ne sera pas très inquiété. Mais si le PSG décide de faire un vrai recrutement, peut-être que la question de Marquinhos dans le 11 se posera. Se posera à un moment donné de toute façon, parce que aussi il prend de l'âge. Et ça commence justement à se faire sentir. Pacho, j'ai un peu le même sentiment qu'avec Marquinhos en fait. En deuxième, il se reprend. En première, il y a un peu de difficulté. Lui, pour le coup, il a payé ce schéma. Parce que autant Marquinhos, Hakimi était plus proche de lui, autant Pacho, Nuno Mendes était loin devant. Ils alternaient João Neves, Fabian Ruiz pour venir l'aider. Il y avait de nouveaux repères à trouver pour lui et ça n'a pas été évident. Voilà. Avec ballon, je note que cette charnière nous a encore rien apporté. Luis Enrique, il nous dit à la relance, oh là là, le choix du gardien, Safonov, Donnarumma. Mais en fait, j'ai aussi l'impression que avec ses centraux, il a complètement abandonné, quoi. Enfin, les mecs, il n'y a aucune progression, il n'y a rien. Il nous sort le truc des relances avec les gardiens, mais pourquoi il ne s'attarde pas sur ses centraux? C'est quand même... c'est vrai que ça, c'est problématique. C'est problématique quand tu as des centraux qui ne fixent pas. Je parle pas de trouver des passes à 50 mètres qui renversent le jeu. Je parle juste de porter le ballon, en fait. De faire 20-30 mètres, aller fixer le bloc adverse, attirer un joueur, ce qui libérera des espaces dans son dos, et passer entre les lignes, au mieux, à un milieu. Voilà. Par exemple, si nos centraux portaient un peu plus le ballon, Vitinha évoluerait plus haut, techniquement, et du coup se retrouver entre les lignes. Là où je l'aime bien en fait, Vitinha, il se déplace bien entre les lignes, et nos centraux pourraient créer une relation avec lui. Au lieu de ça, la relation c'est Vitinha qui vient leur prendre le ballon dans les pieds pour faire ce qu'ils sont censés faire. Donc ça c'est vrai que c'est problématique. Passons à Vitinha. L'analyse de son match. Pareil, c'est vrai que ce match, je l'analyse de manière assez négative. Franchement, les gars, en plus, j'ai laissé 2 nuits. J'ai revu le match et j'ai échangé avec pas mal de monde qui était positif sur le match, qui aurait pu faire évoluer ma pensée. Désolé, je suis borné. Vitinha, pareil, impression négative encore une fois. Déjà, l'analyse positive, si on fait un bilan, l'analyse positive se limite à ce qu'il fait avec le ballon. Parce que sans ballon, il n'y a rien de positif en fait.
Le mec est numéro 6, il ne protège pas sa défense, il n'existe pas dans les duels, c'est très compliqué. Mais les duels, il n'y a pas que ça pour un milieu sans ballon. Tu peux avoir une lecture du jeu qui fait que tu vas anticiper des lignes de passe pour jaillir, récupérer des ballons. On ne voit jamais ça avec Vitinha. Tu peux avoir un sens du placement qui fait que tu es là avant le receveur. Tu peux être actif, explosif pour arriver, lancer, mettre un tampon à l'adversaire, t'imposer, machin. Rien. Sans ballon, c'est très compliqué. Ce numéro 6, quand on n'a pas le ballon, on n'a rien d'un 6 en fait. Après, donc avec le ballon, il y a un gros volume. C'est vrai qu'il a gêné le Bayern dans sa capacité à le conserver, peut-être à progresser avec, mais une fois qu'il faut s'en séparer, que c'est dur. Les orientations, on n'en voit jamais. Les passes dans la profondeur, les renversements, je sais pas, les ballons qui en rupture, qui peuvent envoyer quelqu'un en profondeur. Jamais. Très peu de concret. Sur nos actions offensives, je suis désolé, sur le match à Munich mardi soir, alors, t'as l'occasion que Warren rate complètement. T'as les frappes de João Neves, mais bon, est-ce que ce sont des occasions? Elles sont bienvenues, c'est vrai. Mais le milieu qui a été le plus concret offensivement, et c'est ce qu'on demande de créer des occasions, c'est Ruiz. Ruiz, il est sur toutes nos occasions. L'action complètement loupée de Warren, c'est sur un centre en retrait de Ruiz qui s'est projeté. Alors après, c'est vrai que Ruiz évolue plus haut que Vitinha. Mais Vitinha, on voit rien de concret. C'est assez compliqué. Il y a rien de créé. Et je suis dur avec lui, d'autant plus quand on a en tête sa saison passée, où il était très bon, où tout ce que je lui reproche là, il le faisait en fait. Donc c'est vrai qu'il va falloir se réveiller pour Vitinha. Il y a une question qu'on va soulever demain sur ce poste de numéro 6, parce qu'on est déjà à 27 minutes de vidéo. On va se laisser, et du coup, demain, on fait le reste du milieu et l'attaque, ainsi que les perspectives d'avenir dans cette Ligue des Champions aux 1000 surprises, on doit le dire. Bref, ciao les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et donc on se dit à demain.